Aujourd'hui, il est question de comprendre quelles sont les pressions sur la faune. Eh bien, parmi ces pressions, on parle surtout de criminalité, le fait de tuer des animaux, le fait de mettre la pression sur les espèces qui sont en voie de disparition. Au Bénin, beaucoup d'efforts ont été réalisés, ont été faits dernièrement, mais en 2018, qu'est-ce qui a été fait concrètement en matière de lutte contre la criminalité faunique? Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est le thème du décryptage de ce vendredi, ce matin. Les derniers pour en parler, deux invités. À ma gauche, Benjamin Dagbeto, il est juriste environnementaliste. Benjamin, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et puis en face de vous, Patrice Soglo, journaliste environnementaliste également. Bonjour Patrice. Bonjour Connaît. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons commencer par le juriste. Aujourd'hui au Bénin, quel est l'état des lieux qu'on peut faire en matière de lutte contre la criminalité faunique? Merci monsieur le journaliste. Comme état des lieux, il faut remarquer qu'au niveau des juridictions, la lutte continue. Les juges ont compris que c'est des espèces en matière de lutte contre la criminalité faunique. Je veux parler de la faune. Les espèces fauniques sont des espèces que nous devons protéger et progressivement, ils se mettent dans la danse pour protéger ces espèces en prononçant des sanctions vraiment dissuasives à l'encontre des présumés, à l'encontre des trafiquants qui continuent de massacrer ces espèces et de les commercialiser au plan international. C'est vrai que je ne voudrais pas forcément revenir sur des clarifications des thématiques ou des thèmes criminalité faunique. Patrice Soglo. Nos téléspectateurs sont certainement habitués. Donc, pour besoin de leur permettre de mieux saisir ce que nous allons développer ici, il faut quand même commencer par leur dire que la criminalité faunique est tout acte illégal, tout crime commis sur les animaux sauvages, intégralement et spatialement protégés dans les aires de faune, dans nos parcs et autres réserves protégées. Donc, comprenez qu'il y a des villes individus, en griffes, qui entrent dans les parcs et qui vont abattre ces animaux-là dans le souci de vendre leurs trophées. Donc, l'acte qu'ils posent sur ces animaux, sans autorisation, c'est ça qu'on qualifie de criminalité faunique. On parle souvent des éléphants abattus juste pour l'ivoire. Oui, l'éléphant est abattu pour son ivoire et l'éléphant est une espèce intégralement protégée par notre loi ici au Bénin. Il y a d'autres réglementations au niveau international qui protègent cette même espèce-là. C'est vrai qu'avec Benjamin tout à l'heure, on a eu une idée sur ce qui est l'état actuel au niveau des juristes qui ont compris davantage les bien fondés. Oui, nous notons de plus en plus une prise de conscience, j'allais dire, au niveau des acteurs de la justice, parce que ces acteurs-là sont au niveau du maillon qui lutte efficacement contre la criminalité faunique. En fait, ce sont eux qui donnent les décisions. Et si la décision n'est pas dissuasive, c'est comme si rien n'est fait. Mais si cette décision-là vraiment est une sanction sévère, ça permet aux gens de prendre conscience, de comprendre que ce n'est pas parce que l'animal est sauvage qu'il faut être sauvage avec lui. De comprendre que bien que l'animal soit sauvage, il est protégé, il y a des lois qui protègent ces animaux-là. Mais quand on parle du terrain même, ces animaux, vous avez parlé tout à l'heure des espèces protégées, intégralement, partiellement. Aujourd'hui, avec tous les efforts, peut-être on va y revenir. Quel est l'état des lieux à ce niveau? Quel est le constat à ce niveau aujourd'hui au Bénin? Le constat est que le message passe. Il y a plusieurs années que nous menons cette lutte-là. Le message passe. Les gens ont compris qu'il ne peut pas se lever du jour au lendemain, prendre les armes, coco, machette et consorts, et entrer dans les parcs pour tuer ces animaux-là. Donc, ils savent qu'il y a une loi au Bénin qui les protège. Ils savent qu'il y a des activistes sur le terrain qui, au jour le jour, à chaque instant, militent pour que ces animaux-là soient protégés où qu'ils soient. Ils savent qu'on ne peut pas se lever aujourd'hui, prendre l'ivoire de l'éléphant, aller dans un marché, l'exposer pour dire « venez voir ».
C'est impossible. On va t'interpeller par rapport à ça. Ils savent aujourd'hui que nos frontières, que ce soit l'aéroport, le port, nos frontières terrestres sont protégées, sont mieux gardées par les forces de sécurité publique avec l'appui, les consignes fermes du gouvernement pour que ces endroits soient protégés. Le Bénin, je peux dire que Taguele permet de savoir que le Bénin joue rigoureusement sa partition pour la protection de ces animaux. Donc on peut parler de véritable avancée en la matière. Il y a de véritables avancées, mais comme quelqu'un, un SDG l'a dit, c'est difficile d'avoir zéro braconnage. C'est difficile, mais on peut l'avoir, sinon on peut tendre vers zéro. Vous savez, l'animal est à cheval sur plusieurs pays. Quand je prends nos parcs, l'animal migre pour les animaux. C'est nous qui comprenons que si je vais quitter le Bénin pour le Togo, il faut que j'ai ma carte de quitter à jour, il faut que j'ai ma carte de vaccination à jour. Pour l'animal, le parc est à cheval sur plusieurs pays. Voilà. Mais je dis, si le Bénin fait des efforts comme ça, et que les pays limitrophes ne s'inscrivent pas dans cette même logique-là, il y a un problème qui se pose. Donc, vous voyez, donc, ça devrait être une action régionale. Tant que ce n'est pas régional, c'est comme si à un niveau donné, il y a de laisser aller. Donc, il faudrait que nous travaillions aussi à ça, et pour que nos autorités, que ce soit du Bénin et des pays limitrophes, comprennent qu'ils doivent cumuler leurs efforts pour que la lutte soit efficace. Benjamin Ndabeto, qu'est-ce qui a été fait concrètement en 2018 au niveau de la justice, selon vous, pour mener cette lutte-là? Oui, il faut remarquer, comme je le disais tantôt, que la justice a pris à bras le corps cette lutte. Il y a plusieurs trafiquants qui ont été arrêtés, mis à disposition de la justice. Et je peux dire qu'au cours de l'année 2018, il y a une trentaine de trafiquants qui ont été arrêtés par les forces de l'ordre, mis à disposition de la justice. Et la plupart de ces trafiquants ont été condamnés et certains à des peines d'emprisonnement ferme et d'autres à des peines assorties de sursis. C'est, comme on le disait, c'est une avancée notable parce que dans les années passées, dès qu'un trafiquant ou un braconnier est arrêté, automatiquement, c'est soit l'agent des eaux et forêts, soit le policier qui l'a arrêté qui commence par négocier et dans les minutes qui suivent, cette personne est libérée, elle est relâchée sans répondre de ses actes devant les juridictions. Soit par transaction, soit par des manières, ils ont des manières pour le faire. Mais ils ont compris maintenant qu'on ne peut plus continuer dans cette lancée. C'est pour ça qu'eux-mêmes, ils ont mis toutes les... Ils sont rentrés dans la danse, j'allais dire, ils ont commencé par sanctionner et il n'y a plus de transactions lorsqu'il s'agit par exemple des espèces intégralement protégées, lorsqu'il s'agit de l'ivoire et autres des espèces qui sont en voie d'extinction. Ils savent, nos forces de l'ordre, que ce soit la police, la gendarmerie et les agents assermentés des eaux et forêts, ils savent désormais qu'il n'y a pas la transaction. L'affaire doit être présentée au procureur de la République. Et au niveau du procureur de la République, du procureur de la République aussi, on a remarqué que les magistrats du parquet sont de plus en plus sensibles à la protection de ces espèces qui sont menacées aujourd'hui d'extinction. Ils n'hésitent plus à placer les personnes en détention, quitte à ce que le juge statue sur leur culpabilité ou non. Et c'est une avancée vraiment notable que nous devons porter, qui doit être mis à l'actif des autorités judiciaires, j'allais dire. Mais quand on va parler un peu des sanctions ou des punitions, si on le dit ainsi, lorsque quelqu'un est reconnu coupable d'un crime sur une espèce donnée, est-ce qu'on peut avoir une idée des sanctions? Oui, en la matière, nous avons la loi 2002-16 du 18 octobre 2004 portant au régime de la faune en République du Bénin, dont la peine maximale prévue est de 5 ans. Elle peut être doublée ou triplée selon les circonstances. Et nous avons connu des cas où des trafiquants ont été condamnés à 5 ans d'emprisonnement ferme. Nous avons connu ça l'année dernière. Il y a aussi des cas où certains sont condamnés à 3 ans, 3 mois. Tout le monde ne peut pas être condamné à la même peine. Ça dépend de la gravité de l'acte, du degré de l'infraction que la personne a commise. Voilà de façon ramassée ce que je peux dire par rapport à peines qui sont appliquées en la matière. Patrice Ogo, vous êtes journaliste, activiste, militant pour l'environnement. Votre regard d'homme des médias, aujourd'hui, comment vous appréciez ces efforts
au niveau de la justice, au niveau des ONG également, qui sont en contact direct avec les populations, Oui, et puis au niveau des canaux de l'État. Oui, parlant de la justice, je voudrais dire sincèrement que parfois je suis déçu. Ça, c'est mon analyse personnelle. Et parfois je suis déçu quand j'entends parfois que quelqu'un est rentré dans un parc du Bénin ou de la sous-région et a tué un éléphant, ou sinon des éléphants, et dans la logique d'aller vendre les trophées. Et quand les forces de sécurité mettent la main sur lui et envoient la justice, je suis dessus parfois quand j'entends qu'il est condamné à sortir de sursis. Ça voudra dire que, est-ce que ce trafiquant, est-ce que cette personne-là comprend réellement la portée de ce qu'il a fait? Parce que si le monsieur a été pris en flagrant délit, je pense que c'est la preuve palpable qu'on l'a pris la main dans le sac. Mais quand on le condamne avec celui-ci, ça voudra dire qu'il est en liberté. Parce que souvent, c'est des réseaux. Lui, il est condamné. Mais qu'est-ce qu'il fait dans l'ombre pour aider son réseau à toujours fonctionner? C'est là la vraie question. Parlant, n'est-ce pas, de revenus, parce que lorsqu'il y a de la richesse, il faut redistribuer. Il vaut mieux que nous allions peut-être sur le terrain de la pauvreté, puisque c'est de cela qu'il s'agit. La croissance permet en réalité de corriger la pauvreté. Ici, en Afrique... Et pour la corriger, il faudra mieux redistribuer les ressources. Il faut mieux redistribuer la richesse. Il y a la pauvreté monétaire, il y a la pauvreté non monétaire. En règle générale, le débat se focalise sur la pauvreté monétaire. On estime que lorsque vous avez, en tout cas la Banque mondiale, le PNUD, en tout cas les organisations internationales de référence, estiment que lorsque vous êtes un citoyen et que vous n'arrivez pas à dépenser au minimum $1 américain par jour, c'est que vous êtes monétairement très pauvre. $1 étant l'équivalent de 500 francs CFA. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas du tout à dépenser 500 francs CFA par jour, c'est que vous êtes très pauvre. Ça veut dire que si vous n'arrivez pas à gagner de l'argent, sinon 15 000 francs CFA par mois, à peu près, vous êtes très pauvre. Très pauvre. Donc, c'est la référence pour le moment. Vous voyez bien le degré. Je sais que si vous vous asseyez, vous ne consommez jamais 500 francs. C'est rare. Alors, c'est rare. Alors qu'on dit que les 3 repas, matin, midi et soir, lorsque vous en dépensez moins de 500, là, vous êtes très pauvre. Ah oui. Et pourtant, en une seule fois, les gens n'arrivent pas à se contenir dans 500. Or, il le faut 3 à 4 fois dans la journée. Vous imaginez à peu près, là où se trouve encore la barre de pauvreté. Faut-il parler de pauvreté, d'extrême pauvreté, ou bien de la misère en Afrique? À quoi correspond réellement notre croissance économique et sa stabilité, ou bien les perspectives économiques dont parle la BAD? Mais il faudrait tenir aussi compte de ce que l'exemple n'est pas un principe général. Parce qu'au même moment où le commun des Béninois n'arrive pas à tenir sous le seuil ou à tenir sous le seuil de ces 500 francs que vous avancez, mais d'autres ferment, c'est 5 000 francs. Absolument, 5 000, 10 000, 20 000, dans un resto ou 50 000 dans un restaurant. Voilà, donc c'est... En une seule séance, ça ne pose aucun problème. Oui, est-ce que l'analyse tient compte de tous ces détails Bien sûr, bien sûr. C'est pourquoi parfois, et je crois que c'est ce qui est de la règle maintenant, on parle de la pauvreté monétaire, mais on parle également de la pauvreté non monétaire. Pour prendre en compte en réalité, qu'est-ce qui fait que l'homme dit qu'il est heureux, qu'il est à l'aise? Quand est-ce qu'on va dire que quelqu'un dit qu'il est heureux? Est-ce que c'est parce qu'il a l'argent? Est-ce qu'il a c'est parce qu'il a de logement pour y habiter? Est-ce que c'est parce qu'il a l'eau? Qu'il arrive à subvenir à tous ses besoins? besoins. Qu'il arrive à subvenir à ses 5 besoins fondamentaux. Voilà. Donc, on met également on ajoute toutes ces valeurs-là à l'analyse de la pauvreté pour déterminer en réalité qui est pauvre et qui ne l'est pas. Dans tous les cas, parler, n'est-ce pas, de bonnes perspectives ou bien de la stabilité pour la croissance économique en Afrique, je crois que c'est des résultats que moi je prends personnellement avec pincette. Oui, avec pincette. Avec réserve. Avec vraiment de réserve. Ah oui. Stéphane Dora. Oui. Monsieur Couton est déjà en train de développer
la perception de ce que devrait être la redistribution de la richesse créée par habitant, disons, par tête de peuple. Et ce développement appelle de ce que les pays africains, sauf j'enlève l'Afrique du Sud, sont rangés dans les PPTE. Pays pauvres, petits pays pauvres, très endettés. Très endettés. Ça veut dire que On parle plus en ces termes. On a tenté d'édulcorer déjà le concept. Nous avons déjà évolué vers pays en voie de développement. Voilà. Les PPT, c'est pour dire quoi? Que ce n'est pas au fait celui qui dépense plus en une seule, peut-être qu'en un instant de repas là qu'on voit. On voit la masse. C'est-à-dire la grande masse qui vit encore sous le seuil de cette pauvreté-là. Et en Afrique, cette masse, elle est assez prononcée, assez grande. D'où la nécessité de ces pays africains, des pays africains, de mieux distribuer la richesse créée. Puisque cette richesse n'est pas créé par tout le monde aussi. Mieux distribuer aussi pose problème. Parce qu'on ne peut pas vouloir distribuer la richesse créée. Je prends le cas tubérien par exemple. Et notre taux de croissance est fort parce que la production agricole, le coton, l'anacade, l'ananas a été vraiment boostée. Maintenant, on ne peut pas vouloir redistribuer cette richesse créée en abandonnant le monde agricole. Donc, ceux qui sont les premiers à profiter de la richesse créée, ce sont ceux-là qui ont contribué grandement à l'évolution du taux de croissance. Alors, les routes iront vers les zones agricoles. Les infrastructures socio-communautaires iront vers ces zones agricoles-là. Du coup, vous allez voir que dans les zones agricoles, les gens ne se plaignent pas trop. Contrairement aux gens de la ville qui sont tout le temps en train de se plaindre. Ils se plaignent. Ils se plaignent. Ils ont rarement de l'eau potable. Non, mais vous allez constater de plus en plus. C'est pour ça qu'on parle de mauvaise distribution, puisque l'État ne collecte que les tasses pour pouvoir redistribuer. Et les sous récoltés ne peuvent pas permettre à faire tout en un seul instant. D'où des politiques de redistribution, c'est-à-dire des programmes. M. Couton va peut-être beaucoup plus préciser sur ça, les programmes les documents de stratégie de redistribution et puis patati patata, le paro c'est des choses qui vont dans la redistribution de la richesse, mais selon la demande la plus forte. Plus il y a de la pauvreté, plus la demande va vers ces zones d'extrême pauvreté. Et ce sont ces zones d'extrême pauvreté qui sont beaucoup plus agricoles et qui contribuent beaucoup plus à la croissance du taux de croissance. D'où l'État, je prends le cas de chez nous, est obligé d'investir dans ces zones-là pour qu'ils contribuent encore davantage. Mais est-ce le cas? C'est peut-être ce qui est recommandé. Vous évoquez peut-être ce qui est recommandé, mais est-ce le cas dans nos États africains où, Non, mais ce n'est pas. On ne parlera pas. On ne dira pas que dans tous nos États africains, les gens ont pris conscience de l'équitable distribution de cette richesse créée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que lorsque vous laissez la zone qui vous donne, qui vous donne de la croissance, lorsque vous laissez la zone qui vous permet de mobiliser les ressources pour aller investir ailleurs, vous risquez de chuter. Votre taux de croissance risque d'en partir. Par conséquent, il faut peut-être aller apporter 80 ou je ne sais pas, 60% là où la production vient et 40%
pour les autres. L'idéal est que il y ait plus de trucs là. Investissement. Je ne veux pas parler d'investissement. Il y a plus d'argent économique qui contribue à la création de cette richesse. Et quand je parle d'argent économique, je veux toucher tous les secteurs. Au lieu que ça soit uniquement au niveau du secteur, je prends le cas de chez nous, au niveau seulement du secteur agricole, que le taux de croissance vienne, il faut que ce taux de croissance puisse produire par chaque strate de la vie économique, que ce soit le secteur agricole, le secteur industriel ou le secteur tertiaire, là, que chaque pan de l'économie là puisse apporter de la création. Mais ce n'est pas ce que nous constatons, c'est que la production est directement revendue brute, sans transformation. Or, plus il y a de transformation sur place, plus il y a consommation de la main-d'œuvre. Et n'oublions pas, nous avons un aspect, on a découvert un aspect où les gens parlent des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Ça veut dire quoi? Ce sont des secteurs qui impactent beaucoup plus le monde ouvrier. Le monde ouvrier. Et plus il y a cet impact-là, plus il y a rétribution du travail, plus ça rejaillit sur le peuple et moins on ressent la pauvreté. Et nous avons constaté que les secteurs qui jouent à l'essuie-glace, surtout le secteur tertiaire, ne consomment pas assez de la main-d'œuvre, d'où il faut aller à l'industrialisation pour mieux garder la richesse chez nous. Alors, M. Sagbo, dites-nous, UPOV, c'est quoi concrètement? Bon, nous allons donner une petite définition et après nous allons commenter. Donc, c'est l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales. C'est une organisation intergouvernementale qui travaille exclusivement et explicitement pour la privatisation des semences partout dans le monde en imposant des droits de propriété, c'est-à-dire des brevets sur des variétés végétales. Les États membres doivent adhérer à l'UPOV et traduire l'UPOV dans leur loi nationale. La convention a été rédigée pour la première fois en 1971. Donc l'UPOV est né en 1961. On a fait une première révision en 1972, une deuxième en 1968 et en 1978, et après l'UPOV 91 est né. L'UPOV, c'est-à-dire que là c'est la version révisée de 1991. Lorsqu'on parle de convention, je voudrais demander à tout le monde de faire attention. Parce que nous avons plusieurs conventions des Nations Unies. C'est des conventions d'intérêt public qui sont prises, ratifiées et décidées par les Nations Unies. Donc on peut donner des exemples. C'est-à-dire que la Convention sur le changement climatique, sur la désertification, la biodiversité, Ramsar, c'est-à-dire les zones humides, ainsi de suite. C'est des conventions d'intérêt public où 193 États se réunissent pour dire la situation est grave, il faut sauver la situation des zones humides, de la biodiversité, du climat, des forêts, par exemple. Ici, il s'agit des privés. Je mets l'accent dessus. C'est des privés des privés semenciers qui se sont regroupés pour défendre leurs intérêts en allant rechercher les cautions des États auxquels ils appartiennent. Tout a commencé en France. Mais ce qui est étonnant, la convention, la dernière version de 1991, qui est actuellement en vigueur, la France n'y a adhéré que le 28 avril 2012. 28 avril 2012. Alors que c'est la France qui a servi de caution pour ces semenciers-là. Comment se fait-il que depuis 1991, c'est seulement le 28 avril 2012 que la France y a adhéré? Dans tout le monde entier, il y a 74 États. C'est-à-dire qu'au janvier 2016, il y a seulement 74 États qui ont adhéré à l'UPOV dans le monde entier sur 194 États. En Afrique, nous avons seulement 5 États. Le dernier État qui a adhéré, c'est la Tanzanie,
en 2015. Alors, quand Qu'est-ce on qui se adhère passe alors à ULPOV, là, Oui. quelles sont les implications alors, quand on... Donc, si nous voulons rentrer, c'est-à-dire que je plains les cadres. Il y a certains cadres de l'administration qui ne méritent pas que nos deniers leur servent de salaire. Parce que c'est... Monsieur Sabo, Je allons vous déjà dis ça dans- d'abord, non, oui, je oui. viens vous dire ça. Parce que c'est les cadres qui ont proposé, c'est des ministres qui ont proposé. Et ici, c'est des députés qui disent on va voter. Est-ce que vous pouvez comprendre que dans l'article 14 de cette convention, par exemple, on prend l'article 14. Alors, On va prendre l'article 14. l'article 14, oui. On dit ceci. hmm. On dit l'étendue du droit d'obtenteur. Sous réserve des articles 15 et 16, l'autorisation de l'obtenteur est requise pour des actes suivants accomplis à l'égard du matériel de reproduction et de multiplication du matériel végétal. La production ou la reproduction, le conditionnement, l'offre à la vente, la commercialisation, l'exportation, l'importation. Ça veut dire que lorsque vous n'avez pas le certificat, l'autorisation d'obtention sur une semence, vous ne pouvez pas la reproduire, pas la produire, pas la vendre, pas l'exporter, pas l'importer. Les cadres ont lu ça. Ils ont lu ça. Vous voyez, non? Si on prend l'article 17, par exemple, on dit, sauf disposition expresse dans la prévente convention, aucune partie contractante ne peut limiter le libre exercice d'un droit d'obtenteur autrement que pour des raisons d'intérêt public. La partie contractante intéressée, dans ce cas, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'obtenteur reçoive une rémunération équitable. Vous comprenez? L'article 18 qui est le plus grave. Regardez ça. On dit le droit d'obtenteur est indépendant des mesures adoptées par une partie contractante en vue de réglementer sur son territoire la production, le contrôle et la commercialisation du matériel des variétés ou l'importation et l'exportation du matériel. En tout état de cause, ces mesures ne devront pas porter atteinte à l'application des dispositions de la présente convention. Aucune des dispositions nationales ne peut empêcher l'application de la convention. On va plus loin, c'est dangereux. C'est très très dangereux. Par l'article 18. L'article 18 ne reconnaît pas, le peuple ne reconnaît pas les dispositions nationales. C'est ça. Et l'article 30 dit ceci. C'est l'application. L'article 30 a dit aux États contractants de prendre toutes les dispositions légales pour appliquer le pauvre dans le pays. Et c'est pour ça que la loi qui est actuellement en vigueur, qui est en préparation d'être adoptée au Bénin, a ouvert le champ à toutes les multinationales semencières. Elles peuvent venir s'installer ici, produire ici, faire ce qu'elles veulent, tout ce qu'elles veulent. Et vous n'avez pas le droit. Et eux, ils n'ont aucune exigence. Ils n'ont que des droits dans les pays. Vous voyez? Et on dit de prendre toutes les décisions pour protéger leurs droits dans le pays d'accueil. Et la loi qui est actuellement en cours dit que lorsque vous ne respectez pas ces semenciers-là et leurs droits, on peut vous sanctionner et vous allez payer jusqu'à 2 millions d'amendes. Le pauvre n'est pas encore adopté au Bénin. C'est ça, non? Mais vous avez déjà un point focal qui s'appelle UPOV. C'est une aberration totale. C'est une information que vous... Mais je vous dis, il est à l'INRAB. Le point focal UPOV est à l'INRAB. Nous étions en atelier. Quand il s'est présenté royalement comme le point focal UPOV, j'étais sorti de mes gonds. On n'a pas la structure ici et vous avez déjà point focal UPOV. Ça veut dire qu'ils ont créé une situation et ils veulent réparer la situation. Vous voyez, en perturbant, les députés même n'en sont pour rien. Ce sont nos cadres. Les cadres, il y a certains qui sont des carents. Il faut dire ça. C'est notre argent qui les paye. Monsieur Sabo, vous avez suivi le procès ICC. Moi, j'ai appris beaucoup. Quand le procureur spécial disait
il faut faire la distinction entre l'État et les cadres de l'État. C'est les cadres de l'État qui nous créent tous les problèmes. Et il faut les dénoncer. Moi, je dénonce ces cadres qui sont derrière le pauvre pour dire on va les voter. C'est-à-dire que absolument. Quel est l'intérêt du pays dans ça? Aucun intérêt. Est-ce qu'avec le pauvre et autres là, est-ce qu'il y a des risques que des semences transgéniques ou qui ont subi de modifications des semences OGM puissent entrer dans le pays? Voilà, tout est possible. Parce que désormais, on ne leur dit pas de produire ailleurs et d'amener. On leur ouvre le pays pour dire venez produire ici. Venez produire ici. Ils vont amener des laboratoires. Ils vont amener des pesticides. Ils vont amener des insecticides. Ils vont acheter toutes nos terres et faire de la monoculture ici. Et lorsqu'ils disent qu'ils créent, c'est là où nous avons peur. La création dont ils parlent ne peut être faite que par voie biotechnologique. Et là, c'est là où on peut craindre les organismes génétiquement modifiés. C'est par cette voie seulement que nous pouvons les avoir. Mais pour le moment, on peut pas le dire. On veut les voir à l'œuvre pour voir. Parce que lorsqu'on parle d'organismes génétiquement modifiés, c'est la barrière d'espèces. On va franchir la barrière d'espèces. On ne reste plus exclusivement dans le règne végétal, mais on va briser tous les règnes là. On peut passer d'un règne animal au règne végétal. C'est en ce moment seul que nous allons comprendre est-ce que certaines semences sont OGM ou bien certaines ne le sont pas. C'est ça. Mais de façon plus large, il y a de forts risques qu'on glisse sur les organismes génétiquement modifiés en adoptant ces... Lecture globale, d'abord faites-vous. Ces faits ont-ils, je dirais, des sources ou des explications métaphysiques? Merci Loris. Permettez que nous rendons hommage à Dieu et aux membres de nos ancêtres. Et d'office, nous vous répondons en disant que le sachant n'est jamais surpris. Le sachant n'est jamais surpris. Tout ce qui est en train de nous arriver, les sachants, les vrais, savaient que ça arrivera. C'est pour ça qu'ils continuent de veiller. Donc vous n'y voyez pas de hasard? Le hasard n'existe pas, mes frères et sœurs. Les choses qui arrivent sont la coercition des actes humains comme karmiques, s'il vous plaît. Des actes humains comme karmiques. Toute personne est sous l'influence à la fois des forces qui viennent de lui-même, d'elle-même, la personne, et des forces extérieures. Si vous ne tenez pas compte des réalités des énergies extérieures et des énergies qui viennent de vous-même, à travers vos émotions surtout, vous serez surpris par la matérialisation de ce que vous-même vous avez créé. Beaucoup de gens, quand les choses leur arrivent, oublient qu'eux-mêmes sont à l'origine de la matérialisation de leurs émotions. C'est l'émotion qui fait que surtout les choses arrivent. Ben nous lisons autrement ces faits. On se dit plutôt que ces faits sont générés par les mélancolies que vivent les citoyens, sont générés par ces différentes réformes. Mais c'est ce que je vous dis. Nous n'avons pas été habitués à la restriction, à la vie dure. Nous n'avons pas été habitués à vivre droit. Nous aimons feinter. Nous aimons le temps court, le résultat grand. Je précise, le temps court, le résultat grand. Il investit 1 ampère et il veut avoir 1000 ampères. C'est ça qui nous crée le problème dans ce pays. Que ce soit les réformes qui sont justes, s'il vous plaît, mais dont nous n'avons pas été habitués, dont nous ne nous sommes pas préparés. Parce qu'en réalité, c'est l'impréparation à l'acceptation de la restriction qui fait souffrir. Le fait que je mangeais 1000 francs et j'en suis revenu à trouver difficilement 100 francs. Alors que j'avais déjà des contrats sociaux. Peut-être j'ai plusieurs femmes, j'ai plusieurs enfants, j'ai plusieurs engagements. Vous voyez, et quand vous rentrez chez vous, et le lendemain, dans votre sommeil, vous n'avez pas de solution immédiate, concrète, je vous en prie, la panique s'installe. Et là où la panique est, là où la peur est,
c'est difficile de maîtriser l'homme. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Beaucoup de choses qui arrivent dans ce pays ne sont pas dues réellement aux réformes, mais à la panique intérieure de la non-solution immédiate que les gens n'ont pas. Est-ce que l'impréparation suffit à tout expliquer, comme vous le dites, Maître Abdourahimi Amoussa? Est-ce que l'impréparation, la panique suffit à expliquer le cycle, le cours de ces événements qui se sont suivis? Non, vous avez raison, mon frère Louis. L'impréparation seule ne suffit pas. C'est ce que je disais. Je parlais de la coercition karmique. Vous savez, nous sommes en année 12 universellement, 2019. Quand vous l'additionnez, vous avez le 12. C'est un homme, en fait, qui alimente la perte. Donc, vous allez voir universellement, c'est la perte. Mais dans le même temps, c'est le homme qui installe le conflit des égos. Vous allez voir que dans plusieurs pays, il y aura contestation des résultats des élections. Ça a commencé. Voilà. Et ça n'a même pas encore atteint son sommet. Ça a commencé au Nigeria, hier au Sénégal. Je vous dis, ça n'a même pas encore atteint son sommet. Lorsque les égos n'installent pas en eux-mêmes la loi de l'humilité, c'est la catastrophe qui s'annonce. C'est le chaos qui s'annonce pour les peuples, surtout les peuples qui n'ont pas les moyens. Parce qu'une chose est qu'on vous dise faire ça, mais une autre chose est de réfléchir, est-ce que quand ça va cartonner, celui qui me dit de faire, lui va subir les conséquences drastiques ou c'est moi qui vais subir le plus? C'est dans ça que nous sommes, la question de se poser de justes questions. Le peuple n'a pas les moyens. Mais ceux qui leur ordonnent d'agir ont les moyens. Et ceux-là, remarquez qu'ils ne sont jamais atteints quand la crise s'installe. Ils ne sont jamais atteints. Cela veut dire quoi? Nous sommes dans une situation de dette karmique universelle, s'il vous plaît. Dette karmique 19. 2019, le millésime 19, nous indique que si nous ne nous oublions pas, ceux qui ont les moyens, les grands responsables, s'ils ne s'oublient pas au profit du bas peuple, il y aura crise un peu partout dans le monde entier cette année. Il y aura contestation, des révoltes. Non pas forcément à cause des dirigeants, mais à cause de la somme des frustrations que les énergies universelles de la dette karmique activent. C'est la dette karmique 19 et le karma 8 qui fait que on va vivre des situations de conflit presque partout dans le monde entier. Mais le problème, c'est quoi? La nation béninoise est en vibration 21 pour 2019. Vous voyez, ça fait l'inverse du 12. Mais le karma demeure le même pour les deux. 1, 1. Ça veut dire que la nation béninoise est sous l'influence du double karma pour 2019. C'est ça qui explique ce qui nous arrive. Tout ce que vous avez dit là, c'est double influence karmique 1. Et remarquez que le mois de février, ayant encore le karma 1, c'est-à-dire le mois est gouverné par le nombre 23 qui fait 5, le nombre de la révolution, des contestations, des remises en cause. Et ayant encore le karma 1, vous avez vu comment ça a été lourd pour nous, le mois de février. Mais ce n'est pas fini, s'il vous plaît. Maintenant, nous rentrons dans le mois de mars. Et tout à l'heure, vous disiez que nous sommes rentrés avec la bénédiction de la pluie. Mais toutes les pluies ne sont pas des bénédictions, mon frère. Toutes les pluies ne sont pas des bénédictions. Ah oui. Dieu est miséricordieux, magnanime. Mais aujourd'hui au Bénin, si on ne sait pas faire, Dieu ne viendra pas. Non, mais il a toujours répondu à ses fils. Laissez tomber. Si on ne sait pas faire, Dieu ne viendra pas au rendez-vous cette fois-ci. Il viendra. Vous vous trompez. Il viendra. L'Éternel nous sommes dans une situation où les paramètres autour de 1972 se sont rassemblés totalement et entièrement. Rappelez-vous, 1972, ça fait aussi 19. Je vous en prie, comparez toujours les choses. Comment se fait-il que la crise ICC a commencé en 2010, qui fait 3, et pourquoi c'est cette année où nous sommes sous l'influence du nombre 21 égale 3 encore, où la criette a pu gérer. C'est vrai que ce n'est pas encore fini, cette situation. Je vous en prie. Les noms ne mentent jamais. Les noms ne sont que l'expression du phare chez nous. Les noms ne mentent jamais.
faisons très attention. Vous le dites si bien, Maître Raimi, Ranomori Agua. Maître Raimi, Puisque nous avons de ces sachants, pourquoi nous laisse-t-il subir? Oui, c'est là la question. Pourquoi est-ce que vous êtes capable de nous dire, peut-être d'anticiper? Est-ce que les gens ne vous croiraient-ils pas? Vous dites des choses, mais vous n'allez pas au bout. S'il vous plaît, mon frère. Vous sentez des choses, mais ça me ferait plaisir. Je suis content et Dieu prêtera davantage de santé à la fois à vous-même et à mon frère Loris. Vous voyez le combat que nous avons fait avant l'arrivée de notre cher président Talon. Vous avez les bandes, s'il vous plaît. Nous vous avons dit que c'est lui qui sera chef d'État. Vous ne nous croyez pas, je suis sûr en ce temps. On ne saurait croire. Moi, on m'a failli m'arrêter 3 fois. On Maintenant, je vous le dis. Risquer de croire. On a failli m'arrêter 3 fois à cause de mes positions. Mais ce qui fait mal, quand vous avez la vision et on ne vous croit pas, vous souffrez plus. Et vous vous retirez, vous vous dites que la volonté de Dieu soit faite. C'est dans ça que beaucoup de sachants sont aujourd'hui. Lorsque vous négligez vos prophètes, lorsque vous négligez vos sachants, à un moment donné, comme ça s'est passé en Égypte, ils se retirent, ils regardent. Parce que Dieu même ne sera pas d'accord quand vous forcez à vouloir sauver. Mais dites quand même. Dites quand même. Ne vous repliez pas. Ne restez pas en silence. Parce que là, vous aurez contribué au mal. Je pense que le Bénin a besoin du mal pour que nous nous réveillons. Soyons courageux. Non. Le Bénin a besoin que nous... Le Bénin ne vivra pas... Le Bénin a besoin des réformes, certes, mais pas S'il de vous mal. plaît, nous avons besoin du mal. J'assume ce que je dis. Vous aurez l'occasion de me dire ça. Nous allons vers une situation catastrophique. Et vous vous amusez. Ce n'est pas parce que une amie rwandaise nous dit souvent au Bénin, c'est la paix qui vous saoule qu'on aurait besoin du mal. On n'a pas besoin du mal, même si la paix nous saoule. Voilà. On a besoin que la paix nous saoule davantage, Maître Raimi. Nous avons 2 possibilités, vous allez l'écrire quelque part. Soit le démon vient manger en série, soit nous-mêmes, nous lui donnons à manger pour lui dire repars, nous ne voulons pas de toi. Vous aurez l'occasion de me dire ça et vous allez repasser cette émission. En tout cas. Que les gens s'humilient un peu. Que chacun de nous s'humilie. Et qu'on mette la balle à terre. Parce que nous allons vers une situation... C'est maintenant que vous en venez. Nous allons vers une situation de blocage total du pays. Du forcing. Où soit nous nous rassemblons pour nous entendre sur une loi pour remettre le compteur à 0. Parce que là, c'est déjà bloqué. Vous aurez l'occasion de me dire ça. On est déjà bloqué. On est totalement bloqué. Vous le pensez? Ce n'est pas une affaire de pensée, mon frère Loris. Les visions sont atroces. Mais nous, on ne fuira pas le pays. Et nous, rien ne nous arrivera aussi parce que nous avons eu le temps de dire que ça va carburer. Nous allons vers des moments où tous ceux qui vont mentir... Qu'avez-vous fait pour? Il ne suffira pas de dire. S'il vous plaît, Avant déjà, de nous vous remercions. notre Vous ne pouvez pas dire que nous ne faisons pas. Si vous dites ça, nous vous remercions. Toutes les autorités de l'identité, vous faites déjà. Vous pensez que nous avons les moyens pour vous payer, pour que vous nous preniez? Non. Mais vous ne nous prenez rien. Donc vous faites beaucoup. Mais ce que nous disons, c'est quoi? Quand vous avez souffert, quand Dieu vous a donné des qualités, et vous vous sacrifiez pour anticiper en parlant aux gens, et qu'on ne s'occupe même pas de vous, on vous ignore. C'est comme si vous venez faire je ne sais pas comment je vais vous dire ça, et vous pensez qu'on va continuer à accepter ça? Maître Raimi, c'est le diable qui fait ça. Quand le diable vous anime, il ne vous laisse pas voir la vérité en face. Mais alors que le diable mange et qu'il s'exprime, et après, on saura qui est qui. Pourquoi vous avez peur que le diable ne s'installe pas un peu? Pour contrôler le diable, les forces et les outils existent. Donc laissons un peu le diable manger. Et là, les gens vont prendre conscience qu'on ne tire pas tout le temps la queue de son père. Et qu'on ne tire pas tout le temps, on ne cherche pas à avoir tout le temps le sexe de sa mère. C'est Samedi qui s'est installé au Bénin. C'est Samedi qui s'est installé au Bénin. Ça veut dire quoi? Je dirais, c'est le... C'est la colère du sexe féminin qui veut s'exprimer dans ce pays. C'est le doux qui incarne les Minonans, je crois. Merci. C'est la colère du sexe féminin qui veut s'installer. Ayons l'humilité d'aller demander pardon. À qui? À qui il faut demander pardon, Maître Raimi?
allez demander à mon frère Togoula, là où il est. Il a subi la colère de samedi. Je partage la douleur avec lui, mais s'il anticipait en écoutant, ça n'allait jamais lui arriver. Parce que c'est un bon guerrier. Et moi, quand un guerrier tombe comme ça, moi, ça fait mal. Parce que perdre un guerrier comme ça fait mal. C'est un bon guerrier. Mais il a subi la colère de samedi. On ne l'a pas perdu. S'il faut rester dans le schéma du guerrier, on dirait peut-être que ce n'est qu'une bataille. Ce qui est sûr, c'est un bon guerrier. Il nous a redressés quand même. Ah oui. Et en son temps, comme j'ai eu à le dire ici, il fallait ce profil. Il fallait ce culot, ce courage. Regardez depuis, je ne suis pas sûr qu'il y a encore un autre qui va le ressembler. En prélude à ces législatives de 2019, eh bien, une commission de la CEDEAO est au Bénin depuis quelques jours pour rencontrer les différentes parties, bien évidemment le gouvernement, l'opposition et les instances impliquées dans l'organisation de cette joute électorale, à savoir les législatives du 28 avril 2019. Alors, ce matin, nous allons tenter de lire l'opportunité de cette mission, mais pas que l'opportunité, et aussi anticiper sur les issues possibles de cette mission de la commission de la CEDEAO. Monsieur Sostène Tofou, il me plaît de démarrer par vous. Alors, pourquoi, selon vous, solliciter une telle mission de la commission? Ne pouvons-nous pas, en notre sein, surmonter les dissensions, calmer les ardeurs et aller à ces élections sans en appeler à une instance régionale ou sous-régionale? Est-ce que nous avons vraiment sollicité la CEDEAO? Moi, je me dis que la visite de la CEDEAO s'inscrit dans ce qui est fait un peu partout. Avant les élections, comme à l'habitude de la CEDEAO, bon, ils descendent sur le terrain, ils essaient de voir comment les élections sont organisées, qu'est-ce qui est prévu par les tests, qu'est-ce qui est fait dans la réalité, et au besoin, fait des suggestions pour que les élections soient des élections transparentes et libres. Nassis Ressou, cette visite est-elle opportune? Cette mission, devrais-je dire? Malheureusement, je n'aurai pas la même lecture que mon vis-à-vis quand on s'est fouiné et quand on se base sur les informations officielles. On peut déjà dire que le Bénin est en crise et n'est même plus un secret pour personne que le Bénin est déjà sur la liste rouge de l'ONU. Et il y a quelques jours... Vous l'avez lu où? Bien sûr, vous pouvez vérifier. Et quelle source? Je dis, vous pouvez vérifier, l'ONU a ainsi, vous pouvez vérifier les pays à potentiel risque que d'éclatement ou bien d'explosion. Donc, il y a ça. Et d'un autre côté... Non, mais il y a mieux ailleurs. Oui, il y a mieux ailleurs. Non, quand je dis être sur la liste rouge, il y a plusieurs listes rouges. Il y a plusieurs listes rouges. Ça dit là où il faut éteindre déjà les dissensions pour pouvoir arriver à maintenir une stabilité. Il y a plusieurs listes rouges. Ce n'est pas parce qu'on est sur une liste rouge qu'on est un pays considéré comme la Syrie. Non, pas du tout. Loin de là. Et il y a quelques jours, il y a eu déjà un mini-sommet à Accra des chefs d'État. Et ceux qui ont eu les oreilles bien fines ont quand même su que le Bénin était au cœur des préoccupations. Et plutôt la sécurité sous-régionale, la sécurité dans la sous-région. Vous savez que les questions diplomatiques, les missions ou bien les rencontres de chefs d'État sont toujours entourées de retours diplomatiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas venir exposer ce qui est en dessous, la vraie mission. On met ça toujours sur un couvert diplomatique. Donc, il y a déjà eu une rencontre à Accra. Je n'ai jamais su que vous êtes aussi impliqué dans... Non, tout le monde sait. Les personnes, enfin, vous êtes quelqu'un de bien avisé. Aussi enfoui dans le secret des dieux. Vous êtes quelqu'un de bien avisé pour savoir que les visites sont toujours sous couvert diplomatique. Il y a le langage diplomatique. Et donc, suite à ce mini-sommet, on pourrait dire des chefs d'État de la CEDEAO, c'est ça qui émane déjà, c'est de là qu'émane la mission de cette commission qui est au Bénin. Et loin de là... C'est votre lecture?
Loin de là. Bon, c'est ma lecture maintenant. Selon les informations officielles, le général Francis Awabé, qui conduit cette mission, a eu à dire, comme vous avez dit tout à l'heure, que bon, c'est des missions qui se effectuent en temps normal quand un pays a des élections. Ça, c'est le langage diplomatique et ce qui est aussi normal. C'est ce que précise même le courrier. Eh oui, et j'en viens. Et il ajoute en point 2. Le courrier n'a jamais fait cas de ce que il ajoute la mission y est pour il ajoute en point 2. Il ajoute en point 2. Et comme vous le savez, il y a quelques remous. Et il y a quelques remous dans le pays. Et tout cela fait que nous sommes là pour pouvoir. Donc, il faut descendre de la Lune pour dire que tout va bien, que c'est une mission d'ordinaire, qu'il n'y a pas de crise. Et que non, mais le courrier l'a précisé. Le courrier a précisé que c'est une mission en prélude. Vous savez, une mission en prélude. Oui. Mais suite pour également... Pour du niveau d'avancement de l'organisation de ces échéances. Vous savez, quand vous savez, comment dire, faire le décryptage du discours politique et du discours diplomatique, une mission d'information. Mais alors? Et si vous analysez, vous croisez les choses, il y a eu un mini-sommet durant lequel la situation sécuritaire au Bénin était déjà posée, enfin sous-régionale, dont le Bénin était au cœur. Et puis, on dit mission d'information. Ce qui voudra dire, cette mission d'information, c'est-à-dire quoi? Rencontrer les différentes parties impliquées dans l'organisation de ces élections-là. Non, mais là, vous tentez, je dirais, une liaison. Non, je ne fais pas de liaison. Vous avez dans la mission, pas hasardeuse, attention. Vous avez dans la lettre de la mission les différentes instances à rencontrer. Mais alors? Évidemment, le périple qu'il y a à faire à chaque instant que politiques vont impliquer dans l'organisation des élections. Quand les membres de cette mission demandent par exemple à rencontrer le ministre des Finances, y a-t-il crise au ministère des Finances? Vous savez que le ministère des Finances est impliqué dans les élections. Alors. Il faut financer. Et si, par exemple, ils doivent rencontrer le COS-LEPI, et si, par exemple, des remous que les moyens mis à la disposition du COS n'étaient pas suffisants, et que c'est le ministère des Finances qui était en charge... Encore qu'il n'y avait jamais de tels remous. Ah ben, Loris... Il n'y en avait jamais eu. Il y en a eu. Il y en a eu. On a suivi la sortie du président du COS-LEPI. L'opposition... Non, attention. On l'a suivi. Loris, attention. Attention, il ne faut pas faire croire que j'invente des choses. L'opposition, bien la classe politique composant l'opposition, a fait une descente au COS-LEPI. Et ils ont fait une déclaration à leur sortie, constatant que les membres du bureau ont parlé du budget qui était insuffisant, mais ils ont fait avec. Donc, je ne faut pas faire croire que j'invente quelque chose ou bien que je dis non. Attention. Vous avez bien dit, mais ils ont fait avec. Cela ne les a pas empêchés d'aller au bout de la mission. Avec, vous savez ce que ça veut dire? Très bien. Ça n'est pas le menu de ce débat. Vous le savez. Sosthène Tofu. Alors, doit-on lire à travers cette mission de la commission de la CEDEAO une stratégie, je dirais, d'éteindre une certaine flamme ou de canaliser les remous comme tentait de nous le faire comprendre votre vis-à-vis? Non, en fait, avant de répondre à vos questions, je voudrais quand même me poser une question. Quand j'ai écouté mon vis-à-vis, c'est à croire que s'il n'y avait pas de remous au Bénin, que la mission de la CEDEAO ne serait pas venue. La mission de la CEDEAO serait venue. Puisque c'est dans tous les pays, dans tous les pays, la mission de la CEDEAO se déplace et va s'enquérir de comment les choses fonctionnent. Je vois très mal qu'on fasse croire que la mission de la CEDEAO n'est venue que pour régler un problème au Bénin. Encore que le problème qui est posé au Bénin n'est pas forcément un problème d'exclusion comme les gens veulent le faire croire. C'est un problème d'impréparation de l'opposition, le plus simplement possible. Alors, si la mission de la... Vous évoquez la autre polémique. Non, si la mission de la CEDEAO est là et que la mission de la CEDEAO peut participer à décrisper l'atmosphère, que la mission de la CEDEAO est là pour écouter tous les acteurs entrant dans les élections, si la mission
peut favoriser à ce que, bon, tout le monde se retrouve dans les élections le 28 avril prochain, ben, je trouve que c'est très bien. Oui, mais pourquoi une telle coïncidence? Moi, je n'appelle pas ça coïncidence. Je trouve même tout à fait normal que la CEDEAO vienne au Bénin. Parce que, quoi que nous disions, pour les élections du 28 avril prochain, est-ce que nous n'avons pas de problème? Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes que les Béninois eux-mêmes auraient déjà pu régler. Et ils n'ont pas souhaité le faire. Si la CEDEAO est là pour participer, pour trouver une solution, pour trouver une forme de règlement du problème, moi je ne crois pas qu'il y a péril à la demeure.